Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre. La population congolaise est victime d'agressions et des exactions de toutes sortes à des fins d'exploitation de ces richesses du sol et du sous-sol. C'est ça l'esprit des Génocostes. Cette affaire ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les femmes. Alors, quel espace, ou soit devrais-je dire, comment est-ce que vous vous impliquez aussi par rapport à la guérison de blessures invisibles, notamment de femmes? Donc c'est un tout petit peu ça ma question. Merci beaucoup. Quelles sont les mesures mises en place pour inculquer cette notion-là du Génocoste aux Congolais et notamment aux écoliers, car le professeur a dit que cette notion doit être... tout Congolais doit s'approprier cette notion. Alors j'aimerais savoir s'il y a des mesures mises en place pour que cette notion-là soit inculquée à tous les Congolais, pour qu'on puisse mener à bien ces combats-là et valoriser cette question. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda viole massivement et de manière répétée le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Et ces violations graves et massives des droits humains, malheureusement depuis toujours, sont qualifiées de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Jamais le mot génocide n'a été accepté par la communauté internationale. J'en parle un peu dans le passé parce que tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Qu'on nous donne des outils nécessaires pour nous permettre de créer des œuvres, de vulgariser les Génocostes. Parce que jusque-là, ça se limite aux conférences. Ça se limite que le président ou madame, la distinguée première dame, fasse de colloques, de conférences ou célèbre l'anniversaire du Génocoste et ça se limite là. La plupart des Congolais n'en savent pas grand-chose. Voilà, de cette occasion, je relance, moi aussi je vous interpelle, monsieur le professeur, quand vous arrivez là où vous arrivez, dites-leur, utilisons nos artistes à vulgariser les Génocostes. Je vous remercie. Il est temps que vous et nous, que nous puissions également nous approprier ces combats-là sur la reconnaissance du Génocoste. L'enjeu, et c'est là où je vais finir, l'enjeu c'est la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas une autre terre, nous n'avons que cette terre ici. Peut-être nous sommes à 1000 lieues de ce qui se passe à l'est du pays. Mais n'oublions pas, ce sont nos frères congolais qui sont victimes de toutes ces bêtises humaines parce que notre sous-sol renferme des richesses. Quelles sont les mesures mises en place pour inculquer cette notion-là du Génocoste aux Congolais et notamment aux écoliers, car le professeur a dit que cette notion doit être... tout Congolais doit s'approprier cette notion. Alors j'aimerais savoir s'il y a des mesures mises en place pour que cette notion-là soit inculquée à tous les Congolais, pour qu'on puisse mener à bien ces combats-là et valoriser cette question.
Un peu de richesses en réalité, l'or exploité sur ces territoires occupés sont vendus aux Émirats arabes unis. Et les Soudan avaient porté plainte contre les Émirats arabes unis devant la Cour pénale internationale pour génocide, pour la violation de cette convention de 1948. Et là où maintenant, nous, quand nous voyons des initiatives comme ça des États, nous nous posons la question, est-ce qu'on pouvait parler de génocide au Soudan? Non. Ce que les Soudans connaissent, c'est pratiquement les mêmes modus operandi qu'il y a au Congo. Les agresseurs occupent une localité, chassent la population, ceux qui résistent sont tués, et eux maintenant commencent à exploiter les richesses locales. Alors on s'est dit, nous sommes dans ce qu'on peut appeler épuration ethnique, mais qui s'apparente au génocide. Comme on ne peut pas aller sur le terrain des génocides parce que nous ne remplissons pas toutes ces conditions-là, voilà maintenant qu'est né le terme génocide. En d'autres termes, c'est une sorte, c'est néologisme qui est né au Congo. Ok. Dans les documents officiels à l'international, vous n'allez pas trouver ces termes-là. Il n'y en a pas. C'est né au Congo. C'est un combat que le président de la République veut mener pour montrer que si nous ne pouvons pas parler du génocide des Congolais parce que les conditions ne sont pas réunies en termes de la définition que moi je vous avais donnée, alors maintenant sur le terrain des génocides à des fins économiques. En d'autres termes, la population congolaise est victime d'agressions et des exactions de toutes sortes à des fins d'exploitation de ces richesses du sol et du sous-sol. C'est ça l'esprit des génocides. Autrement dit, nos richesses sont convoitées par l'ennemi et l'ennemi n'hésite pas à porter atteinte à l'intégrité territoriale. L'ennemi n'hésite pas à agresser la RDC, occupe les territoires de la République démocratique du Congo à des fins d'exploitation économique. Malheureusement, dans cette aventure-là, la victime maintenant, c'est la population. On aurait aimé que cet acte-là soit isolé. Malheureusement, ça fait maintenant 30 ans que nous sommes en train de vivre cette réalité-là. Ça fait 30 ans que nous sommes en train de vivre cette réalité-là. Où on a compris que les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, et ajouter également les autres. Il y a l'Ituri, les Maniema, et puis on prend toutes les provinces du Grand Katanga, font l'objet de convoitises à cause des richesses du sol et des sous-sols. Et à travers cette aventure-là néfaste, c'est la population qui est victime. Aucune compassion. La communauté des nations baigne dans l'indifférence totale parce que beaucoup se retrouvent derrière justement l'exploitation illégale de nos ressources du sous-sol. Alors le combat est là. Mener des campagnes, mener un plaidoyer pour faire reconnaître ce que les autorités congolaises ont qualifié de génocide, c'est-à-dire les massacres de la population congolaise à de fins d'exploitation de ces ressources. Et ce combat-là, je vais dire, ce n'est pas encore gagné. Ça demande un plaidoyer. Ça demande un plaidoyer à différents niveaux. D'abord au niveau diplomatique, c'est ce que fait le gouvernement. Mais ça demande aussi une sorte d'appropriation par toute la population. Moi, je suis un universitaire. C'est le combat que nous sommes censés mener au niveau de nos institutions universitaires. De quelle manière? C'est à travers des conférences. C'est à travers l'incitation de nos étudiants à produire justement des œuvres de mémoire sur la thématique justement des génocides pour que ce combat-là également soit l'effet des chercheurs, que ce soit l'effet des scientifiques. Mais il n'y a pas que là. Est-ce que nos artistes peuvent s'approprier également ces combats-là? Est-ce que la presse peut s'approprier ce combat à travers des débats? L'idée, c'est quoi? La force de la presse, c'est d'avoir cette aptitude-là à influer sur l'opinion publique nationale ainsi qu'internationale. L'avantage que nous avons, quand on est par exemple dans les bouquets Canal+,
on trouve justement des chaînes de télévision congolaises. Ça suppose qu'un Béninois sait facilement en zappant peut suivre les émissions qui passent sur des chaînes congolaises comme nous on le fait avec les chaînes camerounaises, sénégalaises et autres. Est-ce que sur nos chaînes qui passent dans les bouquets satellites, les chaînes de télévision ne peuvent pas s'approprier également ces combats de plaidoyer pour la reconnaissance des génocides? L'idée, il faut justement faire peser justement ce combat-là, faire reconnaître qu'il y a un génocide au Congo. Bon, il y a les massacres. La population congolaise a des fins d'exploitation de ses richesses, non pas seulement pour que l'opinion congolaise les reconnaisse, mais également toute l'opinion africaine et puis l'opinion internationale. Pourquoi je parlais d'appropriation? Je parlais d'appropriation. Et tout le monde est appelé à s'approprier justement les plaidoyers pour les génocides dans ce sens-là. Et c'est ce que fait les chefs de l'État, et c'est ce que fait le ministre des Droits humains. C'est ce que fait le ministre des Droits, c'est-à-dire le gouvernement. Et il est temps que vous et nous, que nous puissions également nous approprier ces combats-là sur la reconnaissance du génocide. L'enjeu, et c'est là où je vais finir, l'enjeu, c'est la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas une autre terre, nous n'avons que cette terre ici. Peut-être que nous sommes à 1000 lieues de ce qui se passe à l'est du pays. Mais n'oublions pas, ce sont nos frères congolais qui sont victimes de toutes ces bêtises humaines parce que notre sous-sol renferme des richesses. Alors, devrions-nous croiser les bras? Non. Il est temps que nous puissions également, nous, à l'instar de ce que fait le chef de l'État, que nous puissions nous approprier ces combats-là sur la reconnaissance justement du génocide. Voilà ce que je pouvais dire, Madame la modératrice. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Barouani, pour ces éclairages. Je crois que la salle est suffisamment éclairée, mais vos applaudissements, ils étaient pauvres. Le prof a parlé sans papier. Vous voulez bien applaudir encore pour lui? Il n'a pas des notes. C'est vraiment un professeur. Un peu plus fort encore. Sans avoir la prétention, je vais essayer de résumer quand même le professeur. Les génocides désignent les violences, les massacres et violations massives de droits humains liés à l'exploitation, si on prend le contexte congolais, des minerais en RDC. Pour ces personnes stratégiques, des millions de Congolais, pour ces ressources stratégiques, excusez-moi, des millions de Congolais ont été tués, déplacés ou victimes de violences sexuelles et d'exactions dans les zones minières. Ces termes rappellent que derrière les technologies mondiales se cachent des vies brisées et un pays pillé qui est le nôtre. Il appelle donc à la reconnaissance internationale, à la justice pour les victimes et à une gestion plus humaine et souveraine des ressources congolaise. Nous allons continuer notre programme sans plus tarder. On va demander aux représentants de la CAGE à livrer le message d'engagement citoyen de l'organisation dans le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. Ne soyez pas surpris que ce soit à nouveau moi qui prenne la parole pour le compte de la CAGE, parce que la personne qui devait dire ou lire le communiqué de la CAGE est malheureusement bloquée dans les embouteillages et ne saurait arriver avant l'heure, puisque nous ne devons pas retarder notre programme. Déjà, nous avons commencé avec beaucoup de retard. Je vais donc lire le message. Message d'engagement citoyen de la CAGE. Dans les cadres des activités de la Fondation Charlène Moke-Chibangu en faveur du plaidoyer pour la reconnaissance du génocide en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Excellence, Madame la vice-présidente de la Commission nationale des droits humains, Messieurs les représentants
du chef d'état-major des forces armées congolaises, mesdames et messieurs, distingués invités, ici tout protocole observé. Au nom de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, nous exprimons aujourd'hui notre profonde gratitude à la Fondation Charlène Moke-Chibangu pour son engagement indéfectible en faveur de la mémoire, de la justice et de la dignité humaine en République démocratique du Congo. La CAJ s'associe pleinement aux efforts de la Fondation dans le plaidoyer national et international pour la reconnaissance du Génocide. Cette tragédie humaine qui a marqué l'histoire de notre peuple et continue de peser sur la conscience collective de notre nation. En tant qu'organisation citoyenne dédiée à la promotion de l'état de droit, de la transparence et de la protection des droits humains, la CAJ réaffirme ici son engagement citoyen ferme et résolu à défendre la vérité afin que les victimes soient reconnues, honorées et réhabilitées dans leur dignité. À porter la voix des sans-voix pour que jamais ne s'éteigne la mémoire des celles et ceux qui ont souffert, à promouvoir la justice partout où l'oubli menace et où le silence serait une seconde forme de violence, à soutenir toutes les actions citoyennes et institutionnelles visant la reconnaissance officielle du Génocide, tant au niveau national qu'auprès des instances régionales et internationales. Nous croyons fermement que la construction d'un Congo plus juste, plus pacifique et plus fort passe par la vérité historique, la mémoire collective et la justice réparatrice. La CAJ s'engage donc à travailler main dans la main avec la Fondation Charlène Moke-Chibangu, avec les organisations de la société civile, les institutions publiques et tous les citoyens de bonne volonté pour que les génocides soient reconnus, documentés, enseignés et inscrits dans la mémoire nationale. Ce combat n'est pas seulement celui d'une fondation ou d'une organisation, il est celui d'une nation entière qui choisit la lumière contre l'obscurité, la justice contre l'oubli et la dignité contre l'indifférence. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous témoignons. Ensemble, nous exigeons la vérité. Que vive la justice, que vive la mémoire, que vive la République démocratique du Congo. Tel est le message de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Nous allons continuer notre programme et cette fois-là, nous allons demander à la technique de nous balancer les activités en images de la Fondation Charlène Moke.
Bonjour tout le monde. Je suis Faustin Soukari, avocat et artiste dramatique. En fait, ce n'est pas une question, monsieur le professeur. Je vous salue et je salue votre brillante intervention ou vos brillants enseignements de tout à l'heure. La modératrice a dit, excusez-moi, le professeur enseignait sans papier. Je crois que c'est l'élève de Boileau qui disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc nous avons compris et personnellement c'est vraiment de fenêtres qui ont été ouvertes, des connaissances que j'ai viens d'acquérir tout de suite là par rapport à la qualification, à la signification, à la qualification de génocide. C'est des précisions très importantes pour surtout pour les juristes et pour tout le monde qui veut savoir. Merci professeur. En fait là j'interviens par rapport à l'interpellation que vous avez lancée. Vous avez demandé que les artistes s'approprient le Génocoste, qui est un problème national, au-delà même de ce qu'on peut comprendre, on peut saisir. Et il nous appartient à nous tous de nous battre, de vulgariser, de parler du Génocoste, car c'est un problème qui nous tient tous, nous tous Congolais. Cependant, la difficulté, monsieur le professeur, c'est que souvent on invite les artistes à assister aux manifestations. Toutes les fois qu'on a célébré Génocoste, j'ai toujours eu l'honneur d'être invité, mais seulement on ne nous associe pas à accompagner le programme, à nous enseigner, comme vous l'avez fait avec beaucoup de précision, qu'un parterre d'artistes apprennent cela et qu'ils comprennent et qu'ils créent des œuvres par rapport au Génocoste. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que tout le monde doit comprendre? Nous avons la grâce des dieux d'avoir la voix qui porte. Peut-être au-delà des enseignements dans un auditoire. Parce que nous avons la grâce d'enseigner tout le monde. Et intellectuel ou pas, on peut nous écouter à travers le langage qui est le nôtre. Mais je demande, heureusement que notre consoeur vient de créer l'espace. Charlène Benz, parce que son président est là. Madame Charlène Chibangu Moké. Que cet espace nous serve d'apprentissage. Nous devons apprendre pour bien enseigner. Qu'on nous donne des outils nécessaires pour nous permettre de créer des œuvres, de vulgariser les Génocostes. Parce que jusque-là, ça se limite aux conférences. Ça se limite que le président ou madame, la distinguée première dame, fasse de colloques, de conférences ou célèbre l'anniversaire du Génocoste et ça se limite là. La plupart des Congolais n'en savent pas grand-chose. Voilà, de cette occasion, je relance, moi aussi je vous interpelle, monsieur le professeur, quand vous arrivez là où vous arrivez, dites-leur, utilisons nos artistes à vulgariser les Génocostes. Je vous remercie. Moi, j'ai des questions posées. Je réponds au nom de M. Kevin Boulambo, étudiant à l'Université protestante au Congo. Ma question est la suivante. Quelles techniques modernes d'exploration sont les plus adaptées au gisement congolais? Et la deuxième question, quel est l'état actuel des réserves en minerais stratégiques? Quand je parle de minerais, là, on voit le colbate, les cuivres, les lithium, selon vos études. Parce que vous avez parlé des génocides à l'est du pays et vous avez même cité l'État émirati, arabe. Et voilà mes deux questions. Merci. Maître, j'aimerais savoir, je viens de parfaitement bien suivre l'histoire du Génocoste, mais il y a une question qui reste profonde en moi. J'aimerais savoir comment... de l'association des orphelins militaires. Oui, exactement. Puisque cette affaire ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les femmes. Alors, quel espace, ou soit devrais-je dire, comment est-ce que vous vous impliquez aussi par rapport à la guérison de blessures invisibles, notamment de femmes? Donc c'est un tout petit peu ça ma question. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Je réponds au nom de Mwindo Société Victoire, étudiant en première année de licence de droit à l'UPC. Et je suis aussi ressortissant de la province du Nord Kivu. Ma question était celle de savoir quelles sont les mesures mises en place pour inculquer cette notion-là du Génocoste aux Congolais et notamment aux écoliers, car le professeur a dit que cette notion doit être... tout Congolais doit s'approprier cette notion. Alors j'aimerais savoir s'il y a des mesures mises en place pour que cette notion-là soit inculquée à tous les Congolais, pour qu'on puisse mener à bien ces combats-là et valoriser cette question. Je suis étudiante à l'université protestante au Congo. Je suis en droit, je réponds au nom de Babakankou Kapuku Merdi. J'ai des questions à poser pour la génocide en fait. La première question est de savoir comment le génocide peut-il affecter les sociétés et les communautés. Et la deuxième question, c'est quelles sont les façons de commémorer les victimes du génocide et de préserver leur mémoire. Merci. Merci bien. Nous allons... Le génocide est souvent présenté comme étant les crimes des crimes. J'avais mis l'accent sur l'intention spécifique de vouloir détruire un groupe. Qui sommes-nous pour détruire non pas un individu mais un groupe? Alors, ceux-là qui ont cette intention criminelle et qui passent à l'acte sont plus dangereux. Plus dangereux parce que souvent, si on doit atteindre cette finalité-là, dans l'histoire qu'on a connue, la mise en œuvre de ce qu'on qualifie de génocide passe par des politiques nationales. Ça suppose que la mobilisation des moyens pour... Pourquoi on dit que c'est très dangereux. Alors, par rapport à la question que la demoiselle venait de poser la dernière, en comment les génocides peuvent affecter les communautés? Oui, mais c'est à travers cette manifestation de vouloir détruire un groupe. Nous sommes un peu dans cette approche existentialiste ici, où l'autre est censé être pour nous l'occasion de nous épanouir. Mais Sartre dira, l'enfer c'est l'autre. Quand on pense au génocide, puisque l'autre pour nous est un enfer, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut l'éliminer pour que nous puissions nous épanouir. C'est une approche existentialiste très négative qui fait que quand on matérialise ça à travers les politiques publiques, ça peut conduire à ces genres de dérives. Je m'excuse, professeur, on va devoir vous interrompre. Merci pour beaucoup. Annoncer l'arrivée de droits humains, ainsi que de Madame la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme qui viennent de faire leur entrée dans la salle. Je vous prie de vous lever pour leur témoigner nos égards, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Je vais quand même redonner le micro au défenseur des droits de l'homme, puisque le ministre des Droits humains est là. Je vous prierai d'être très bref, parce que le ministre n'a pas beaucoup de temps. Il a un programme assez chargé, ainsi que la vice-présidente de la Commission nationale des droits humains. Ils ont un programme très chargé. Je vous prie donc d'être très précis pour qu'il écoute les préoccupations que vous étiez en train de soulever. Et le professeur Barouani se fera le plaisir d'y répondre. Allez-y, vous avez la parole. Encore une fois, je me présente encore. Moi, c'est M. Pascal Tambouadi Kwende. Je suis défenseur des droits de l'homme, membre de la société civile. Je suis très content de voir un nouveau ministre des droits humains, un ministre courageux et un combattant des droits de l'homme. Mais c'est quoi? Je veux que les ministres des droits humains que nous avons maintenant, qui puissent vraiment s'intéresser pour les enfants des militaires, que les parents sont tués à l'est du pays pour défendre notre patrie. Il y a un problème dans notre pays. Par rapport au détournement, on peut allouer l'argent pour soutenir cette œuvre-ci que Mme Charnel a créée. Mais il y aura un grand problème pour les détourneurs. Si les ministres peuvent vraiment nous aider dans notre pays ici pour nous défendre
nous, peuple congolais, par rapport au détournement de tels actes. Merci bien. Je crois que le message est passé. Nous allons donc demander au professeur Barouani de regagner d'abord la place. Et nous reviendrons plus tard pour les autres questions. Monsieur le ministre, Madame la vice-présidente de la Commission nationale des droits humains, on était en train de discuter là sur les questions du génocide. Le professeur Barouani a fait un exposé donnant les différences, les distinguos entre génocide et génocide. Et je ne vais pas m'attarder puisque nous avons pris du retard et vous avez un programme assez chargé. Je vais donc inviter la représentante de la présidente de la Fondation Charlène Moké, Madame Nathalie Atatama, qui va nous faire découvrir ce que c'est la Fondation Charlène Moké Tshibangou, son identité, sa vision, sa mission et ses principales activités. Madame Nathalie, vous avez la parole pour 10 minutes. Excellence Madame le ministre de la Culture, ici représentée, chers honorables, Madame la vice-ministre de la Commission nationale des droits humains, le représentant du chef de l'État-major des forces armées congolaises, distingués invités, ici tout protocole respecté, bonjour. Je prends la parole au nom de la représentante de la Fondation Charlène Moké Tshibangou, que je salue d'ailleurs en passant. Sur ce qu'on m'a dit la modératrice, je voudrais être un peu plus brève pour ne pas abuser du temps de son Excellence, Monsieur le ministre, ici présent. Alors, rapidement, je voudrais donner la petite histoire de la création de la Fondation Charlène Moké Tshibangou. Tout ça a commencé par le fait qu'elle a été plébiscitée meilleure artiste congolaise par le prix et ballet mondial en 2006. Et c'est après ce prix qu'elle va se dire de s'isoler un tout petit peu et de chercher la face de Dieu, étant donné qu'elle est une chrétienne. Et en cherchant la face de Dieu, dans la démarche également de voir un peu plus clair le pourquoi de ce prix, et c'est comme ça qu'elle a fini par avoir cette vision de créer cette fondation. Un peu plus tard, le 18 novembre, en 2007, est arrivée maintenant la fondation proprement dite, dénommée Charlène Moké Tshibangou. Alors ici, je voudrais que nous puissions revenir sur les réalisations de ce qu'a déjà donné la fondation. Et tout à l'heure, avant l'arrivée du ministre des Droits humains, nous étions déjà en train de proposer les images des réalisations de la fondation. Alors rapidement, je voudrais revenir sur les quelques activités. Dans la fondation, nous retrouvons deux grandes structures, à savoir le groupe cinématographique dénommé Chama. Nous avons également le groupe Chama Gospel qui véhicule les messages au moyen du chant et le groupe cinématographique Chama qui véhicule le message au moyen du théâtre. Hormis ces deux structures, nous avons également une autre structure pour l'encadrement de la jeunesse. Alors sur ces, je voudrais rapidement prendre également les objectifs ainsi que les missions de la Fondation. La Fondation a pour but d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous avez également vu les images tout à l'heure. La Fondation a également pour but de publier au pays une année de grâce, mais également de venir en aide à toute personne vivant dans l'affliction, selon la parole de Dieu qui nous demande d'ailleurs de suivre cette bonne religion. Et d'ailleurs, c'est la pure religion d'assister des personnes avec affliction. Mais également, elle poursuit avec des évangélisations sur le terrain, afin de pouvoir accompagner la population congolaise par le moyen des chants, par le moyen également du cinéma congolais. Et ici, je voudrais rajouter par rapport aux objectifs, toujours de la Fondation, c'est de réconcilier le peuple congolais avec son Créateur, vu que la Bible nous renseigne, un peuple sans révélation est un peuple mort. Elle poursuit également avec une éducation plus profonde, mais également inculquer des vraies valeurs telles que l'amour, l'humilité, le pardon, la joie, et j'en passe. Et donc voilà, parmi les réalisations, comme je disais tout à l'heure, nous avons vu également les films
qui nous ont montré les quelques réalisations sur le plan pratique de ce qu'a déjà réalisé la Fondation. Alors ici, je voudrais revenir sur les quelques réalisations peut-être que vous n'avez pas vues dans les images. La Fondation Charlène Moke-Benz, Moke-Chibangu, désolé, je me suis référé du président Caleb qui a encadré Madame Charlène, donc je salue également en passant. Alors, elle est beaucoup plus au chevet des enfants nés du VIH-Sida. La Fondation Charlène Moke-Benz est aussi beaucoup plus au chevet de malades, mais également de beaucoup d'orphelins ici dans la capitale. Et hormis le fait qu'elle soit beaucoup plus dans la capitale, elle ne se limite pas seulement à Kinshasa, puisque Kinshasa n'est pas la RDC. La RDC, c'est l'ensemble de ces 26 provinces. Mais jusqu'ici, la Fondation a pu également réaliser les quelques actions à Mbujimayi, mais également à Kisangani. Lorsque je prends Mbujimayi, je vois la réfection de certains orphelinats que la Fondation a pu réaliser. J'ai également vu les quelques écoles qui ont été réhabilitées par la Fondation Charlène Moke-Chibangu. À Kisangani, nous avons également vu combien elle a été, encore une fois de plus, au chevet des orphelins et vu également les atrocités que Kisangani a vécu. Alors, pour ne pas abuser également du temps de Monsieur Son Excellence le ministre des Droits humains, c'est comme ça que je voudrais ici présenter également une chanson qui met pratiquement toutes les atrocités que nous vivons ici en RDC. Alors, je voudrais demander à la réalisation qui est tenue par nos amis de la technique de pouvoir nous donner une chanson qui a été réalisée depuis 2004 par Madame Charlène Moke-Chibangu. Et ici en 2024, cette chanson a été remixée et c'est aujourd'hui que tous nous avons l'occasion de s'ouvrir cette chanson qui nous relate un peu le fait de vivre également ces génocides dont on a parlé tout à l'heure par le professeur Barouani. Donc on va prendre la chanson pendant quelques minutes et nous serons de retour pour la continuité. Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, honorables, distingués invités en vos titres et qualités, je prends la parole pour la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Tout d'abord, je tiens à nous excuser, le ministre et moi particulièrement, parce que nous sommes entrés en retard. Nous avions débuté par une activité à l'amphithéâtre juste à côté, allant providentiellement dans le même ordre que celle qui nous reçoit ici. Parler du génocauste en République démocratique du Congo. C'est ainsi que, ayant terminé à peine cette activité, nous sommes arrivés ici, par devers vous, sur invitation de la Fondation Charlène Moke, que je remercie vivement pour avoir associé à cette activité la Commission nationale des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, le génocauste en RDC est une réalité. Vous avez sans nul doute entendu et suivi les experts tels que je vois le professeur Barouani expliquer cela. Ce pillage systématique de nos ressources naturelles, orchestré principalement par le Rwanda, qui s'organise à éliminer systématiquement une couche, une partie de la population pour occuper cette partie et pour exploiter impunément nos ressources avec l'appui des mains noires, des mains extérieures, des grandes puissances ou multinationales économiques dans le monde. Ce qui était jadis un sujet tabou, puisque personne n'osait pointer du doigt l'agresseur principal, il n'est pas le seul, mais l'agresseur principal de la RDC,
auteur de plusieurs crimes internationaux, notamment le génocide, pour piller nos ressources, le Rwanda de Paul Kagame, eh bien, c'est devenu une réalité et les langues ont commencé à se délier. Nous en parlons, l'Afrique en parle, nous avons salué tout à l'heure 3 résolutions prises au niveau régional en Afrique qui parlent nommément du génocide commis en République démocratique du Congo. Cela pour mener des plaidoyers à l'échelle mondiale pour que la paix soit restaurée, pour que les victimes soient prises en compte et les auteurs traduits en justice. Et comme nous voulons une paix durable, nous devons tous nous impliquer avec les moyens en notre possession. Voilà pourquoi j'encourage et je salue l'initiative de la Fondation Charlène Moquet qui utilise les moyens en sa possession, les plaidoyers, le cinéma et autres qu'on nous a énumérés. Et moi, je promets au nom de la Commission nationale des droits de l'homme un accompagnement aux besoins dans la mesure de nos moyens pour que nous puissions ensemble porter cette cause commune du Génocoste en RDC. J'ai dit et je vous remercie. Nous vous remercions, Madame la vice-présidente, pour vos paroles. Sans plus tarder, nous allons à présent inviter Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, pour son intervention sur l'importance de la justice, la vérité et de la mémoire dans la construction nationale. Excellence, vous avez la parole. Chers compatriotes, je vous salue à mon tour et en même temps, je voudrais vous demander de me permettre de vous saluer au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Je voudrais aussi vous présenter nos excuses parce que j'étais dans la salle d'à côté, c'est-à-dire dans l'auditorium où j'ai fait venir les ONG de droits de l'homme et tous les défenseurs des droits de l'homme de notre pays pour leur présenter les 2 premières résolutions internationales reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame. Je me disais que, compte tenu du fait que l'activité dans cette salle allait dans le même sens que l'activité que j'organisais, je devais aussi venir ici. Je vous présente des excuses déjà pour le retard, mais je vous présente anticipativement des excuses parce que après ces discours, il doit vous plaire de me laisser aussi partir parce que je suis attendu depuis 13 heures à l'esplanade du Palais du Peuple pour une messe de requiem avec les victimes de l'Est qui se sont retrouvées ici parce qu'ils ont fui la guerre. Alors ensemble, nous allons nous souvenir de la mémoire des victimes tombées à l'Est et qui continuent encore à tomber. Avant de continuer mon propos, parce que je parle des victimes, je voudrais vous demander,
Je ne sais pas si cela a été fait, mais daignez accepter que nous le fassions cette fois-ci au nom du gouvernement. C'est-à-dire, je vais vous demander 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise sur notre territoire. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda viole massivement et de manière répétée le droit de l'homme en République démocratique du Congo. Et ces violations graves et massives des droits humains, malheureusement depuis toujours, sont qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Jamais le mot génocide n'a été accepté par la communauté internationale. J'en parle un peu dans le passé parce que tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Alors, depuis 30 ans de massacres, 30 ans de tueries, 30 ans de viols, 30 ans de pillage de nos minéraux, lorsque les rapports établissent la véracité des faits, la communauté internationale dit qu'il s'agit d'un crime de guerre, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Je sais que le professeur Barouani, avec qui nous travaillons dans le cadre du comité scientifique, un organe qui collabore avec mon ministère et le ministère de la Justice, vous a donné le contenu scientifique de ces expressions. Je me limiterai à vous en parler de manière vraiment simple pour que chacun comprenne ce qu'est le crime de guerre. Le crime de guerre, c'est lorsque, dans le cadre d'un conflit armé, on s'attaque aux personnes qui ne prennent pas part aux hostilités. Ou encore, on s'attaque aux personnes qui ne participent plus aux hostilités. Ça signifie quoi? Ça signifie que la guerre a un droit. On fait la guerre selon les règles. Les règles pour faire la guerre s'appellent droit international humanitaire. Pendant la guerre, on ne tue pas les non-militaires. Pendant la guerre, les militaires déjà neutralisés, c'est-à-dire blessés ou désarmés, on ne peut plus les tuer. Vous les touchez dans ce sens-là, sans en faire un prisonnier de guerre, vous violez les droits de la guerre. Alors, de manière simple, on parle du crime de guerre lorsque le droit de la guerre a été violé. Vous avez touché aux personnes qui ne participent pas à la guerre, donc population civile. Vous avez touché aux personnes qui ne participent plus, donc des militaires déjà blessés ou désarmés. Vous avez violé le droit de la guerre. C'est là qu'on parle du crime de guerre. Et le crime contre l'humanité, parce que la guerre a des principes. Lorsqu'on fait la guerre, on ne peut pas viser les endroits où vous savez pertinemment qu'il n'y a que des civils. Le fait de viser une population qui ne fait pas la guerre, là encore, on peut parler des crimes contre l'humanité parce que on a visé des populations civiles. Mais attention, attention, vous touchez à la population civile. Je mets là une parenthèse pour dire, vous savez pourquoi certains militaires, certains belligérants vont se cacher là où il y a des populations civiles? Parce qu'ils savent que en prenant les civils comme bouclier humain, on ne peut pas toucher là où ils sont. Alors, donc, le fait de le faire comme ça, parfois, lorsqu'il y a
l'élément planification, cela ne doit pas être qualifié de simple crime contre l'humanité. On est bien dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier de génocide. Le génocide, c'est lorsque une population est visée de manière programmatique, programmée, pour être exterminée en totalité ou en partie. Et là-dedans, il y a certains détails de la définition de la Convention de 1948 sur le génocide, qui ajoute les éléments comme le fait de prendre les enfants qui naissent dans un groupe, d'aller les mettre ailleurs dans un autre groupe. Alors, tous ces éléments-là participent à ce qu'on pourrait qualifier de génocide. La question est-ce qu'en 30 ans de massacres, avec une population estimée aujourd'hui à plus ou moins 100 millions d'habitants, lorsqu'on parle de 10 millions de morts, 10 millions de déplacés internes, en 30 ans, n'y a-t-il pas là-dedans des cas qu'on peut qualifier de génocide? La réponse est oui. Le comité scientifique, où le professeur Barouani et les autres travaillent pour le compte de notre pays, a pu identifier des cas qu'on peut qualifier sans atermoiement de génocide. Parce qu'il ne s'agit pas de destruction d'une population de manière incidente à cause de la guerre, pour qu'on parle du crime contre l'humanité, mais il s'agit des opérations programmées. Actuellement, à l'est de notre pays, je le disais aux amis dans notre salle, que actuellement il y a des Congolais qui vivent ces choses-là dans leur chair. Nous sommes allés à Banjul avec une vidéo où nous avons montré des cas précis. J'en ai vu quelques-uns ici dans les clips. Là, il ne s'agit pas d'un montage cinématographique, mais il s'agit de ce qui est arrivé. On prend le cas d'une dame, femme d'un magistrat, qui était très critique vis-à-vis du M23, du Rwanda et de l'Alliance Fleuve Congo. Alors, le jour où ils ont débarqué chez lui pour en découdre avec ce magistrat, le magistrat n'était pas là, il a pu s'exfiltrer. Ils se sont saisis de la femme. Excusez-moi les termes, mais vraiment des hommes sales. Vous pouvez voir qu'ils sont sales. Plus de 5 hommes sur une femme mariée. Ils utilisent toutes les voies que vous pouvez imaginer du corps de cette femme-là pour la souiller. Et pendant l'acte de viol, ils ont pris le soin de filmer chaque geste qu'il faisait sur la femme et ils envoyaient les images à son mari en fuite avec le téléphone de la femme. Si bien que quand ils ont fini leur sale besogne, même s'ils n'ont pas tué la femme, la dame a pris les enfants, elle a quitté Bukavu, plutôt Goma, pour se rendre à Bukavu où se trouve sa famille. Elle a donc confié les enfants à ses parents sans leur dire qu'elle allait se suicider parce qu'elle se sentait déshonorée. Cette femme est allée se jeter dans le lac et elle est morte. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous savez, pour faire en sorte que les populations congolaises fuient leur localité, qu'est-ce que le Rwanda fait? Les assaillants rwandais, appuyés par les supplétifs du M23, Alliance Fleuve Congo, débarquent dans des localités. Parfois, au milieu de la nuit, ils sortent le papa,
la maman et les enfants. Et dans une famille, vous avez peut-être les enfants qui ont atteint l'âge de 25 ans, 22 ans, et puis d'autres petits-enfants. On dit au papa, vous allez monter sur votre fille de 3 ans. Si vous ne le faites pas, on vous tue. Pendant ce temps-là, l'enfant de 25 ans ou de 23 ans qui ne supporte pas qu'on fasse cela à sa famille, qui essaie de réagir, on tire sur lui, il tombe. Donc tout le monde sait que la phase suivante, c'est la mort de tout celui qui ne va pas obéir. Et on dit au père, vous montez sur votre fille. Certains le font, d'autres ne le font pas, et on finit par les tuer. Dans la salle là-bas, un des témoins nous a montré sa main gauche, qui est restée avec 4 doigts, là, tout à l'heure. Il dit, mon doigt ici, je l'ai perdu, parce que quand les Rwandais sont arrivés, ils voulaient voir d'abord le père de famille. Et comme moi, ils m'avaient arrêté, ils m'ont dit, nous allons couper toutes les parties de ton corps jusqu'à ce que tu nous dises où se trouve le papa. Alors, ils ont coupé le doigt, il a commencé à saigner terriblement, et comme il commençait à attraper des vertiges, dans cette souffrance, il a dit le coin où se trouvait, où leur papa était caché, et c'est comme ça qu'ils ont tué son père. Il dit, je suis responsable de la mort de mon père, mais c'était dans ce contexte-là. Dans certains cas, ils arrivent, ils éventrent les personnes trouvées dans les villages et on attache les intestins des uns avec les intestins des autres. Quand vous êtes en présence de tels cas de terreur, qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez, vous dites on ne peut plus revenir ici. Et le Rwanda en profite pour implanter des populations venant tout droit du Rwanda. C'est ce qui se passe maintenant à l'est du pays. Et ça s'appelle massacre planifié. Et lorsqu'on est en présence d'un cas de planification, on ne peut plus parler de crimes contre l'humanité. Simplement, l'élément planification nous amène à dire qu'il s'agit d'un génocide. Il faut que chaque Congolais parle maintenant de ces génocides. Il faut que chaque Congolais demande au monde entier de briser le silence et de dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo est un génocide. Nous devons le dire et obtenir cela de la communauté internationale. Le Rwanda a connu un seul génocide avec 800 000 personnes. Nous sommes déjà à 10 millions de personnes mortes. C'est plus que tout. Ce que la RDC vit aujourd'hui est une tragédie que le monde n'a jamais connue. Le monde entier doit reconnaître notre génocide et il y a une signification à cela. Vous savez pourquoi la communauté internationale est lente, mais elle finira par reconnaître? C'est parce que lorsque votre génocide est reconnu, ça signifie que c'est un appel pour que le monde entier protège le peuple dont le génocide a été reconnu. En clair, cela veut dire protéger ce peuple-là parce qu'il est menacé d'extermination. S'il vous plaît, merci. Voilà, c'est pour lancer officiellement
et tournage du long métrage sur le combat contre le génocide basé sur des motifs économiques en République démocratique du Congo. Que nous coupons ce ruban et souhaiter plein succès au tournage. Merci beaucoup, Excellence, pour le lancement de ces livres. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous allons devoir libérer le ministre des Droits humains ainsi que Madame la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Et je salue également que nous avons eu la présence remarquée du